80% des projets IA échouent. Et c'est le double du taux d'échec des projets tech classiques. Le vrai problème, c'est l'usage. C'est-à-dire qu'on ne pense pas à l'usage qu'on va faire des outils. On avait besoin d'analyser 1 an de tickets support. Chaque ticket, c'est à peu près un email d'une personne mécontente. Et du coup, c'est dizaines de milliers d'emails qu'on devait comprendre, identifier les points de douleur et comprendre comment on peut améliorer leur quotidien. C'est-à-dire qu'avant, ce qui faisait qu'on arrêtait, c'est parce que c'était la deadline, parce que faire cette modif, ça va me prendre 2 jours. Là, l'IA, elle peut faire change ci, change ça, fais-moi une nouvelle version. Et il te challenge, on peut plus s'arrêter. Il faut avoir cette gymnastique mentale de dire, ok, là c'est bon, et je tirerai sur une V1.5 ou une V2 plus tard. J'arrêtais pas d'attendre le gros projet, le gros ça c'est 1 milliard, pour me lancer. Et à un moment, je me suis dit, en fait, c'est pas possible, faut juste que je me lance, et qu'au lieu de faire un grand truc, on peut faire des petits trucs marrons. Ça donne aussi un petit sens de communauté, je trouve, à un moment où chacun est un peu dans la course à la performance et au setup Claude Code à flexer sur LinkedIn. On va avoir 4 speakers, des use cases carrément intéressants. Alors, je sais pas, dans la salle, qui est dans le design, dans le produit? Ok, bon, ça va. Donc c'est bien, bon ça va. Les soirées avec Dust, c'est un petit concept qu'on aime bien, qu'on fait depuis longtemps à Laptop, mais avec d'autres technologies avant. Donc là, l'idée, c'est de faire parler des gens qui parlent pas forcément, mais c'est plutôt en fait ce que eux vous montrent un peu leur manière de travailler. Donc c'est-à-dire comment ils ont transformé leur manière de travailler, déjà pour eux et dans leur équipe, et ce que ça a pu changer aussi. Dans l'entreprise, la qualité des projets, la vélocité, les produits eux-mêmes en fait. C'est juste, ça change tellement tout. Donc ça c'est trop intéressant, c'est plutôt inspirationnel. Ce que vous allez avoir dans le line-up ce soir, c'est pas que des designers, donc justement c'est ça aussi qui est intéressant. Du coup, moi j'ai créé Laptop, c'est pour ça. En fait, c'était cette idée-là, c'est un des premiers lieux de coworking en France, le 5e ici, et ça sera toujours un lieu pour apprendre à évoluer et dans son travail, avec soi-même et avec ses collaborateurs, et du coup vous renforcez aussi votre confiance, votre confiance et votre expertise. Et donc du coup aujourd'hui c'est vrai les événements sont très importants pour nous pour que vous échangiez, que moi je comprenne aussi vos problématiques, mais aussi du coup on propose des formations très très pratiques sur l'agentique, la création de contenu Generative AI aussi, de plus en plus Claude, Figma, les design systems, tout ça. Donc là, on est en train de changer toutes les formations et même le design sprint, comment on collabore aussi avec des équipes d'agents et des équipes humains. Voilà. Édouard, je t'invite, notre cher Édouard. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc Édouard, designer de mon état, comme beaucoup de gens dans cette salle, si j'ai bien compris. C'est très bien. Je vais vous présenter Dust très très rapidement. On essaye de créer la meilleure expérience de travail collaboratif avec l'IA en entreprise. Donc c'est vraiment ça qui nous intéresse. Et donc un des trucs qui nous intéresse beaucoup là-dedans, c'est de comprendre comment les pratiques évoluent, comment chaque personne dans son métier, dans son contexte, réinvente le travail avec l'IA. On n'a pas du tout toutes les réponses. Et donc, on aime bien organiser ce genre de soirée parce que c'est une façon pour nous d'avoir cette vitrine-là, de voir dans plein d'entreprises différentes, des profils différents, de gens qui ont des intérêts différents, comment est-ce qu'eux, ils font évoluer leurs pratiques. Donc, c'est pour ça qu'on est là. Voilà. Parce que là, vous allez nous présenter 3 use cases chez vos clients où justement le design est encodé dans le système. Enfin, du coup, vraiment, vous rendez le design accessible à tous, sans que ça se voit, sans les contraintes. Donc, je vous laisse faire votre super présentation que j'ai vue en avant-première. Salut à tous. Donc, comme Pauline a dit, je vais vous présenter aujourd'hui comment on travaille, ou moi, comment je travaille chez Usain, parce que chacun expérimente un peu avec de l'IA aujourd'hui et chacun a ses propres use cases. Et selon notre projet, on n'aura pas les mêmes use cases et les mêmes usages. En plus, on a des personnes qui vont assez loin. Moi, je vais présenter plutôt des choses que tout le monde peut faire. Et donc, c'est juste montrer comment on a fait des choses. Mais avant ça, je vais expliquer c'est quoi Usain, parce que je pense que c'est pas tout le monde qui connaît Usain. Mais en fait, c'est une plateforme de confiance numérique. Historiquement, depuis plus de 10 ans, on fait la signature électronique certifiée par
des organismes européens et françaises. Et du coup, depuis 2 ans, on a commencé à faire aussi des produits de vérification. C'est-à-dire qu'on a commencé avec l'identité et maintenant on fait autour de quinzaine de vérifications de différents documents. Et donc, comme vous pouvez imaginer, on utilise à la fois la confiance numérique dans le sens sécurité, mais aussi l'IA dans le sens extraction des données, manipulation des images et détection de fraude. C'est tout ça qui rentre en compte dans notre quotidien aujourd'hui et c'est ce qu'on pose comme question, comment éviter les fraudes dans ces contextes où tout le monde peut manipuler l'IA. Et du coup, un peu de moi-même, ça fait plus de 15 ans que je fais du design. Je suis product designer, j'étais formatrice du X et je fais du mentorat à mon temps libre. Voilà, et j'utilise l'IA plutôt pour compléter ce que je sais faire déjà aujourd'hui, mais de manière beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace et parfois ce que je pourrais pas faire il y a 2 mois, par exemple. C'était pas possible. Et là, avec de l'IA, on peut faire beaucoup de choses. Et du coup, c'est un des use cases que je vais vous présenter tout de suite, je pense. Du coup, le premier use case, c'est sur la recherche qualitative à l'échelle. Je vais pas rentrer dans le détail, vous verrez ça après. Et l'autre, c'est je travaille en ce moment sur la construction de l'outil de démo pour nos équipes sales. Et c'est là où le contexte de faire tout ce qu'on veut avec de l'IA et en même temps rester fiable à la réalité, d'utiliser notre documentation. C'est là où c'est tout l'enjeu de ce sujet. Et du coup, c'est là où je vais vous rentrer un peu plus dans le détail. Et si il nous reste du temps, je vais faire la démo de cet outil. Pour le premier sujet, comme j'avais dit, c'est la recherche qualitative. Au lieu de parler de c'est quoi ce sujet, je vais juste aller dans la base, bien sûr, de théorie. Juste pour le rappel que souvent on travaille avec la démarche assez classique de double diamant, de recherche, confirmation des hypothèses et construction de notre design. Mais avec de l'IA, beaucoup de choses changent. En tout cas, c'est ce qu'on se dit au quotidien, c'est que aujourd'hui la recherche avec de l'IA est facilitée par la prise de notes, par les synthèses immédiates de notre recherche avec l'identification de tous les points de douleur et tout. Et bien sûr, avec de l'IA, on peut faire l'idéation, la conception, le prototypage, la construction complètement de zéro à produit en prod juste avec quelques clics. Et du coup, c'est ça la nouvelle réalité de notre process. Ce qui ne change pas dans ce process, c'est on a toujours besoin de trouver le bon problème et toujours besoin de trouver la bonne solution. Et c'est là où il y a notre rôle ne change pas. C'est qu'on a besoin de faire tout ça, mais c'est juste avec les nouveaux outils. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut pas avoir peur de l'IA. C'est plus la facilitation. Ça va en effet accélérer votre travail. Ça va vous prendre 3 minutes pour faire le bon prompt, pour faire la restite de votre recherche au lieu de passer une demi-journée de faire ça. Vous pouvez penser que c'est moins quali, mais en vrai, maintenant, c'est assez quali. Il y a plus de mots hallucination qui est utilisé dans le quotidien. Et si vous avez encore cette vision-là, je trouve qu'on a déjà dépassé cette problématique de être vraiment très à l'ouest de ce qui se passe dans la réalité. Et du coup, c'est là où on a besoin juste d'utiliser l'IA pour améliorer notre quotidien, pour améliorer notre travail. Et du coup, je suis très, très, très motivée par faire la vraie recherche, faire la recherche en profondeur. Et heureusement, chez YouScience, c'est quelque chose qui est très demandé aussi. On valorise beaucoup la partie discovery, beaucoup la partie recherche qualitative. Et du coup, parfois, on a des initiatives complètement dédiées à ça. C'est-à-dire qu'on peut passer 1 à 3 mois à faire que de la recherche. Mais la recherche avec dizaines, presque centaines parfois d'entretiens, des recherches d'autres du marché, par exemple, des surveys, de tout, tout, tout. Et du coup, parfois, on a besoin de trouver des méthodes qui n'étaient pas encore testées dans notre entreprise parce qu'on a juste chaque projet est différent.
Et pour ce projet en particulier, j'avais besoin, avec 2 autres personnes, de faire la recherche sur tout le process de support, de c'est quoi les problèmes, racontés par nos clients, comment fonctionne notre équipe, qu'est-ce qui prend plus de temps, c'est quoi nos recommandations d'améliorer ce process, d'améliorer notre produit, d'améliorer, autre chose. En gros, c'est un sujet assez vaste, donc il faut quand même bien sûr, définir c'est quoi les actions qu'on va prendre. Bien sûr, on a fait plein de recherches qualitatives, on a parlé aux différentes personnes, mais un des enjeux pour ce projet-là, c'était, on avait besoin d'analyser 1 an de tickets support. Comme vous pouvez imaginer, chaque ticket, c'est à peu près un email d'une personne mécontente. C'est à peu près ça et du coup, c'est dizaines de milliers d'emails qu'on devait, comprendre, identifier les points de douleur et comprendre comment on peut améliorer leur quotidien. Et du coup, c'est là où je trouve qu'il y a pas de meilleur, outil, c'est que l'IA qui peut faire ça parce que sinon c'est énorme. Voilà et du coup, bien sûr, toujours on se pose les mêmes questions. Est-ce qu'on fait la recherche quali? Est-ce qu'on fait la recherche quanti? Parce qu'à la fin, quali nous fait beaucoup d'explications de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui gêne nos utilisateurs. C'est assez riche, assez profond et en même temps, quanti nous donne, cette échelle de priorisation pour comprendre, en fait, c'est quoi le plus important. Et bien sûr, nos product leaders, ce qu'ils nous demandent, c'est quoi le problème et c'est quoi le plus important? Et comment on peut résoudre? Bien sûr, il y a aussi la partie, c'est quoi nos recommandations par rapport à tout ça? Et du coup, comme j'avais dit, l'IA ici résout bien les 2 problèmes en même temps et de manière, que ça soit à l'échelle. C'est-à-dire que dans certains entretiens, on peut ne pas repérer toutes les points de douleur. Les gens sont biaisés aussi. Notre équipe support, bien sûr, va protéger aussi leur, rôle. Ils vont pas nous dire tout ce qui marche pas, surtout dans leur process. Et du coup, c'est là où l'IA reste pas biaisé et du coup, il peut vraiment rester neutre et remonter des choses qu'on pourrait pas retrouver ni dans la recherche quanti, ni dans la recherche quali, parce que parfois, il remonte juste, des thématiques transverses qui émergent un peu naturellement si tu vas beaucoup de quali. Et du coup, c'est impossible sans IA. Et du coup, comment j'avais fait ça? On a commencé par le Salesforce. Je ne sais pas si vous connaissez Salesforce, ça ressemble un peu à ça. Imaginez scroller à l'infini, en un de demandes de nos clients. Et bien sûr, ce que j'avais fait des exports CSV. Heureusement, on peut faire ça directement du Salesforce. J'avais fait ça par catégorie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas juste, faire, un export d'un an de tickets, c'est impossible. Mais du coup, il fallait bien découper pour que ça ait du sens, pour qu'on ne mélange pas les choux et les carottes et que ça soit vraiment, compréhensible pour tout le monde, y compris pour l'IA. Parce que l'IA, il a ses limites aussi, il faut les prendre en compte. Et du coup, à partir de ces, fichiers CSV, j'ai passé par Dust. Ça tombe bien parce qu'on s'est pas mis d'accord que je vais présenter Dust, pendant, cette presse. C'était pas un prérequis, mais en effet, dans mon quotidien, j'utilise beaucoup Dust. Et du coup, ce que j'ai demandé de faire, c'est de travailler en tant que product analyst, de, retrouver les tendances, retrouver des pains, trouver des recommandations, mais aussi prendre le poids, prendre un peu le côté, c'est quoi le pourcentage des tickets qui posent ce problème? Et du coup, c'est à la fois du quali, à la fois du quanti et c'est très fort en vrai parce qu'il me dit: «OK, ici, ça, c'est vraiment critique» et c'est là la couche de priorisation qui, en vrai, on peut pas retrouver facilement en parlant avec notre équipe support, par exemple. Et du coup, après, on a eu, bien sûr, notre rapport. Moi, je montre ici, le rapport Notion, mais en vrai, on aura aussi le rapport, un peu plus joli plus tard. Mais voilà, c'est juste, c'est un workflow assez simple que tout le monde peut faire et en vrai, hésitez pas à tester de votre côté comment ça peut, rentrer dans votre réalité. Peut-être vous aurez pas besoin d'analyser 50 000 tickets en même temps,
Mais en vrai, même en batch d'informations ou même des retours sur votre business sur Google, vous pourrez déjà le faire et ça prend pas beaucoup de temps, mais en même temps, ça donne des résultats extraordinaires parfois. Et du coup, quelques conseils pour ceux qui peut-être ont commencé juste manipuler l'IA. Ce qui est bien pour l'IA, c'est les fichiers structurés. Il comprend un peu comme la machine des choses qui sont claires, carrées et tout. Et donc, des fichiers CSV, c'est une des solutions. Il y en a plein. Par exemple, le MCP, le concept de MCP, on va en parler un peu plus tard. C'est un peu la même histoire de juste structurer bien vos données. Il y a aussi le côté découper en plusieurs morceaux. Comme j'avais dit, j'avais besoin de découper en plusieurs catégories l'input parce que sinon, en fait, de base, j'ai testé de brancher Salesforce avec Dust directement, avec le connecteur, je me souviens plus. Et il avait la tendance de faire des analyses plutôt quanti, de se dire c'est à peu près 50% ici, là, et du coup, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de quali dans ce qu'il m'a remonté quand j'ai juste fait le lien direct. Donc, ça, c'est peut-être un truc d'amélioration for Dust, mais voilà. C'est pour ça que j'ai fait manuellement chaque fichier pour l'analyse. Mais après, ça fait 2-3 mois, donc peut-être ça a changé depuis. Voilà. Et ce qui est important, je trouve, c'est même si vous faites confiance à votre outil, confirmez bien ce que vous avez appris avec la réalité. Donc, on a fait quand même des entretiens avec notre équipe pour confirmer qu'il n'y a pas de biais, qu'il n'y a pas de quelque chose qui sort du réel où il y a des raisons pour lesquelles c'est comme ça et on ne peut pas changer grand-chose avec ça. C'est là où c'est important de, encore une fois, merger un peu les deux approches, à la fois faire confiance à l'IA, mais aussi aller chercher plus d'informations. Et du coup, on a fait une belle présentation à nos product leaders avec des enseignements, l'analyse à la fois quali, mais avec du poids, avec la priorisation de qu'est-ce qui est important ou non dans ces problématiques qu'on a remontées. Parfois, c'est une problématique assez grosse, mais ça fait partie de juste du tâche. Par exemple, si on a besoin de connecter un nouveau outil, on peut pas juste passer l'étape de sécurisation. C'est juste impossible de le raccourcir, par exemple, et c'est normal. Voilà. Et comme j'avais dit, dans cette approche, ce qui est cool, c'est qu'on a des tendances qui sont transverses, qui ressortent. Et c'est là où il y a toute la force d'IA, ou vraiment un super pouvoir, parce qu'on ne pourrait pas le faire nous-mêmes. Et du coup, c'est des choses à retenir, bien sûr. Vous n'avez plus besoin de faire le compromis entre quali et quanti, besoin de structurer les données et que, en fait, à l'échelle, vous pouvez apprendre plus de choses que vous pouvez apprendre avec l'échantillonnage de vos 5 à 8 utilisateurs, par exemple, ou avec du quanti. Ça, c'était pour le premier use case. C'est un peu simple, mais c'est intéressant de juste même faire l'expérimentation de comment ça marche dans votre contexte à vous. Est-ce que tout ce que je vous présente est applicable dans votre quotidien? Est-ce que ça vous parle le CSV? Je sais pas. Donc, faut juste expérimenter en effet et ne pas avoir peur de perdre votre travail avec le Léa. Deuxième sujet, comme j'avais dit, c'est un outil de démo pour l'équipe sales avec des vraies données. Et c'est là où j'ai utilisé Dust et Figma Make. Comme vous savez, notre process de construction de produits est un peu changé. Et du coup, on peut faire tout assez rapidement et même un peu trop. Et du coup, aller retrouver la vision de ce qu'on veut vraiment faire, c'est là où c'est important de faire notre effort. Et du coup, chez Usign, comme j'avais dit, c'est une plateforme de confiance numérique et on peut faire tout avec de l'IA. Et bien sûr, dans le contexte de fiabilité de données, de sécurité, c'est pas ce qu'on cherche vraiment. Et du coup, en plus, notre grand focus, c'est dans les projets ou des produits API. On vend beaucoup d'API, c'est-à-dire que ça demande de l'intégration des devs qui vont lire le code, la documentation de plusieurs pages.
pour comprendre à quoi ressemble notre produit. C'est là où la démo pour les sales, c'est important parce que sinon, personne ne sait à quoi ça ressemble. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Parce qu'il n'y a que du code. Et on ne peut pas comprendre avec le code si ça fonctionne ou non et comment ça fonctionne. Et du coup, c'est pour ça que je suis là. Et donc, comme j'avais expliqué, de base, j'avais construit quelques demo zones qui étaient statiques. C'est-à-dire que je prends un use case, j'illustre avec un branding fake pour montrer un peu à quoi ça ressemble. Mais après, les sales, ils sont pas contents parce que autre personne, elle veut pas la même couleur ou autre personne, c'est pas le même ordre qu'elles veulent dans son flow. Et du coup, ça colle pas très bien avec leur use case. Du coup, ils se projettent moins bien avec notre produit à nous. Et ça, c'est problématique parce qu'on veut quand même vendre. Et du coup, ils disent, moi, je veux que ça soit euh, tout automatisé, tout est customisable, tout est magique. Et c'est un peu, c'était mon pitch de départ pour ce projet, faire la magie, faire tout pour tout le monde. Et du coup, mon propre défi, c'est comment garder quand même la fiabilité des données et des histoires qui racontent nos sales, parce que nos sales peuvent raconter beaucoup d'histoires. Mais il faut que ça colle aussi avec notre documentation, avec ce qu'on peut faire côté produit, parce qu'ils veulent de la magie, mais après, ils vont vendre de la magie. Et qu'est-ce qui se passe après côté produit? Voilà. Et du coup, on a commencé quand même par un choix de l'outil. Et on a choisi assez rapidement Figma Make, parce qu'à la fois, quand il y a le pitch faire de la magie, c'est pas un projet qu'on va prioriser et se dire c'est là où on va mettre toute notre confiance. Donc, c'est plus un test. Mais par contre, pour nous, c'est facile parce qu'on peut rapidement créer des prototypes, beaucoup itérer assez rapidement également et facilement partager le résultat. Mais il y a des points d'attention. Il n'y a pas assez de contraintes. Il faut vraiment faire attention à ce qui va vibe coder Figma Make. Qu'est-ce qui va raconter par rapport à notre documentation. Et j'avoue que la première version, c'était pas vraiment réaliste, pas vraiment réel. Et nous, on a besoin de vraiment rester très proche de réalité. Et du coup, ce que j'avais fait, d'abord, j'ai construit des maquettes de mon côté, mais c'était juste... normalement, c'était déjà présent, donc c'est pour ça. Et j'ai fait le prototype de base un peu en squelette, on peut dire. Et puis, comme j'avais dit, avec du vibe coding, j'ai ajouté quelques logiques, quelques comportements, un peu des interactions et tout. Et c'est là où il y avait l'écart assez évident entre la réalité et ce qui fait du vibe coding. Et du coup, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Et en plus, il y avait le Figma qui arrive avec des crédits un peu limités, on peut dire. Et du coup, il fallait répondre à toutes ces problématiques assez rapidement. Et du coup, ce que j'avais fait, je me suis retournée à la source de l'information. De notre documentation eSign, comme vous pouvez voir, c'est l'information publique, donc n'hésitez pas à aller regarder. C'est ça ce qu'ils essayent à vendre nos sales. Bien évidemment, c'est pas très évident. C'est là où il y a Dust qui arrive et qui m'aide à faire la construction, encore une fois, de données structurées. Cette fois-ci, c'était des JSON. Alors, après, on a beaucoup itéré avec Dust et on a décidé de faire comme ça parce que c'était le meilleur format à la fois pour le Dust, mais à la fois aussi pour Figma Make. Mais il y avait là, c'est là où j'ai ajouté aussi une petite couche de MCP de notre documentation pour que Dust se connecte avec notre information. Il comprend assez rapidement qu'est-ce que je cherche comme schéma parce que c'est le schéma qui est présent dans la documentation. Et en même temps, on peut injecter dans Dust et du coup, il me donne vraiment un truc réel, assez proche de ce qu'on veut à la fin montrer à nos clients. Et du coup, pour ceux qui connaissent pas ce que c'est le MCP, c'est un protocole assez nouveau. Ça fait 1 an et demi qu'il existe et il a été créé par Anthropic. Il permet à l'IA de parler aux autres outils ou aux sources de données de manière structurée. C'est très clair pour lui. Ça coûte pas cher de faire ce genre de call parce que c'est les données structurées, donc il comprend très rapidement et très bien. Et du coup, c'est ça la force de MCP. Et puis, comme je trouve JSON ne fonctionne pas très bien pour Figma quand même, je passe de nouveau par Dust pour
écrire des prompts. Parce que c'est important d'expliquer à Léa comment bien faire les choses, surtout avec les crédits limités. C'est là où c'était important de se dire, OK, là, maintenant, je veux ajouter ça, cette fonctionnalité, cette vérification, par exemple, et c'est ça les données que je veux montrer. Et après, ça donne Figma Make avec beaucoup d'itérations et avec le produit que j'ai partagé avec nos sales aujourd'hui. On a quand même pris du temps parce qu'en fait, c'était prêt il y a un mois, mais on voulait que ça soit vraiment très bien. Mais comme vous pouvez voir, il y a autour de 400 itérations. Voilà. Et du coup, comme je vous rappelle, j'ai commencé par Figma Make. J'ai passé par Dust pour faire les extractions de notre documentation de manière structurée. Et après par Dust pour écrire les prompts. Et bien sûr, il y a des astuces pour ceux qui veulent prendre des photos aussi. Comme j'avais dit, c'est assez important de construire votre prompt avec de l'IA. En vrai, c'est que de l'IA qui va savoir parler à l'autre IA. Et c'est là où il va vous consommer moins de crédits. N'hésitez pas à insister, c'est important d'optimiser. N'hésitez pas à lui challenger, de se dire non, là, je trouve que c'est pas encore assez clair, ou même poser la question est-ce que tu es sûr? Ça paraît ridicule, mais ça marche très bien. Et en fait, même avec ce prompt-là, ce que je fais, j'injecte ça dans Figma Make et je rajoute une couche supplémentaire de se dire vous choisissez le modèle le plus cher possible et vous dites est-ce que tu peux me créer le plan analyse que ce qui est dans cette tâche-là n'exécute pas encore cette tâche. Il fait tout le plan, ça coûte pas très cher. Et après, vous switchez sur le mode normal et vous passez à l'exécution. Parce que Opus va vous dire comment faire et après, le modèle le moins cher va faire tout le travail. Parce qu'il sait bien faire quand il y a des instructions. Voilà. Et comme d'habitude, découper des instructions, parfois ça passe pas, parfois ça se converte en fichier. Si ça passait en fichier, ça marche pas. Il faut demander de découper les prompts. Et c'est là où il y a l'optimisation qui fonctionne assez bien. C'est que vous pouvez, comme j'avais dit, poser des questions de précision, demander d'éviter les ambiguïtés parce que c'est souvent le cas. Si c'est ambigu, il va faire quelque chose qu'il a compris autrement. Et du coup, c'est là où il faut vraiment être très précis. Et du coup, avec notre documentation, avec l'API, j'ai créé cet outil de présentation des vérifications. Parce que je vais vous essayer, si on a du temps. Du coup, je vais vous juste présenter cet outil. C'est assez rapide. Donc, comme ça, vous verrez c'est quoi la magie qu'ils imaginaient nos sales. Donc, ce que je peux proposer, en gros, juste pour vous dire, ça, c'est la configuration de démo. Et du coup, on présente tous les types de vérifications. C'est pas en fait toutes, mais les principales vérifications qu'on fait à date. On peut bien sûr supprimer tout, changer d'ordre de tout. Sauvegarder, changer la couleur, changer le logo, changer tout, comme j'avais dit. Et après, la magie se passe un peu dans ce niveau-là où, au lieu juste de montrer l'interface d'upload du document, bon, je vais prendre quand même ça. Je montre c'est quoi ce qui se passe derrière, c'est quoi la magie qui se passe, quelles données on extrait du document. Et en plus, on peut bien sûr montrer à notre client comment ça se passe mal parfois. Donc, où il y a juste le flou dans notre document, par exemple. Et pour des personnes beaucoup plus techniques, parce qu'il y a des gens qui vont intégrer cette solution, donc ils ont besoin de voir à quoi ça va ressembler. On va aussi expliquer, et ça c'est nos pre-sales qui expliquent comment intégrer cette vérification. Et du coup, ils peuvent voir directement pendant la démo c'est quoi des données extraites de notre documentation, à quoi ça va ressembler. C'est exactement ça ce qui est écrit dans notre documentation. Mais ils n'ont pas besoin de switcher entre des outils pour expliquer. Mais vous savez, quand vous uploadez, ça se passe comme ça. Et après ça, tout ça, du coup,
Voilà, par exemple, je prends un watchlist et du coup, ça apparaît de manière interactive. Et du coup, c'est un petit effet waouh pour nos clients qui, jusque-là, ne savaient pas ce qu'on faisait. Et maintenant, ils savent tout et ils veulent voir leur use case à eux. Et du coup, ils vont voir leur use case à eux et leur logo à eux. Donc, c'est beaucoup plus facile pour eux de se projeter de comment ça va se passer pour eux. Et voilà. Et du coup, c'est ça l'outil. En vrai, on peut aller plus loin, mais c'est pas forcément la plus grande force de cet outil. Mais voilà. Pour la conclusion, ce que je voulais faire, de se dire, juste avant que vous construisez quelque chose, définissez votre plan. Décidez c'est quoi votre direction parce qu'en fait, ce produit, il existe parce que j'ai fait la recherche, parce qu'on avait parlé avec des clients, avec nos sales pour comprendre c'est quoi le vrai besoin. Et du coup, moi, j'ai fait le story map de plein de choses qu'on pourrait faire pour prioriser ce qui est le plus impactant et le plus important. Et du coup, c'est là, encore une fois, l'IA va pas vous remplacer. C'est là où votre force, c'est de donner cette vision et de décider ce qui est important. Et voilà. Merci beaucoup à tous. Merci. Bonjour, merci. C'était juste pour poser la question, après la phase de cadrage Storymap, combien de temps de vibe coding et de prototypage en cumulé, à peu près? Le MVP était prêt en 1 semaine. La V1 a pris, peut-être 1 mois, mais parce que c'était pas le seul projet sur lequel je travaillais. Mais en vrai, ça peut aller très vite, comme ça peut aller. Je pense que le MVP a pris moins de temps parce que c'était là où il y a plus du vibe coding et plus, on rentre dans la réalité, c'est plus ça demande l'effort supplémentaire, l'investissement beaucoup plus important de précision, du QA, de ce qui marche pas. En plus, dans notre contexte, on a besoin de soutenir 5 langues. C'est-à-dire que chaque feature que je rajoute, j'ai besoin de s'assurer qu'il y a de la traduction. Et pareil, c'est avec de l'IA, donc parfois ça marche pas. Voilà. Bonjour, merci beaucoup. Vous avez parlé dans la construction de votre prototype de plusieurs étapes avec plus ou moins d'IA impliquée à chaque fois. Et donc, à chaque fois, une certaine marge d'erreur, si j'ai bien compris, de demander à Dust de traduire en JSON, ensuite de demander à Dust de faire un prompt, ainsi de suite. Et du coup, j'imagine qu'à chaque fois, on rajoute une petite erreur probable en plus dans ce qu'on a demandé à Dust, dans ce que Dust peut réaliser derrière. Et en tout cas, moi, je sais pas lire du JSON et vérifier que ce qui m'a sorti est correct. Comment, en tant que designer, on gère ces limites-là de notre domaine parce qu'on n'est pas des techniciens et il y a beaucoup des outputs qu'on peut pas vérifier. Wow. C'est une question. Après, c'est pas la faute de Dust. Je dis ça parce que il y a quand même une histoire il y a des modèles qu'ils utilisent, donc c'est normal. En vrai, je relis quand même, par exemple, le prompt qu'ils créent. Je scanne un peu le JSON parce que le JSON, il est quand même assez compréhensible. Et en plus, documentation, elle ressemble exactement à ça. Donc, si j'ai besoin de comparer, je compare et voilà. Et du coup, le bon conseil, en vrai, juste sinon, évaluer plutôt le résultat et de voir est-ce que ça fonctionne comme vous avez imaginé? Est-ce que, ça a du sens? Parce qu'en fait, c'est pas tout le monde qui a aussi des contextes un peu sécurité, fiabilité de données. C'est pas tout le monde qui a besoin de ce genre de précision. Donc et après, j'ai un diplôme de dev, donc ça aide quand même un peu. Donc je suis pas la bonne personne aussi à répondre à cette question tout à fait, donc. Merci. Bonjour Arnaud, merci beaucoup. Moi, j'ai une question sur l'autre use case, sur la question de la recherche qualitative et quantitative. En fait, quand on fait de la recherche qualitative et qu'on va sur le terrain et qu'on voilà, on le fait pas seulement pour la nature des insights, c'est aussi parce que c'est une étape qui permet d'engager les gens. C'est la question de l'empathie, ça permet en fait après de mobiliser l'équipe de manière un peu différente. On garde tous en mémoire des trucs, des photos, des images, etc. Donc, comment on garde cette dimension-là, qui est une dimension plus émotionnelle et d'engagement, si on le fait plus?
en fait. Non, non, honnêtement, moi, je pense que la recherche, c'est ça qui va rester beaucoup plus longtemps que le design. Honnêtement. C'est mon avis perso. Après, product management aussi. Mais du coup, pour moi, c'est pour ça que j'ai présenté qu'une partie de ce projet. C'était une énorme chance. Ça a pris 3 mois de 3 personnes qui ont fait, c'est pas que ça, mais il y avait quand même un investissement assez important pour ce projet. Et du coup, cette analyse que j'ai présentée, c'était la partie de plein d'autres choses qu'on a fait, y compris la recherche, aller parler aux gens. Et par exemple, pour aller parler aux gens, non, c'est très important. Aller parler aux gens, c'est la seule chose qui est importante dans votre quotidien. Et du coup, on utilise Mojo, par exemple, pour la prise de notes pour l'école. Et après, on prend les transcripts aussi pour faire la synthèse. Mais on parle aux gens quand même. Et ce qui est intéressant, par exemple, dans le projet, il y a 2 semaines, on avait la vision complètement différente avec ma PM de ce qu'on a appris pendant les entretiens. Et c'est que à partir du moment où on a fait la synthèse non biaisée qu'elle a dit « Ah oui, c'est vrai que c'est comme ça qu'il fallait penser à ce qu'il nous a remonté. » Donc, c'est une personne neutre entre toute l'équipe et en même temps, vous parlez aux vraies personnes et c'est important de garder l'empathie, de garder ce lien et de comprendre aussi dans quel contexte et d'où vient cet insight que la personne vous partage parce que surtout des équipes en interne, ils sont très biaisés. Vous pouvez pas croire à tout ce qu'ils vous racontent. C'est gentil, merci beaucoup. Merci beaucoup Olga, c'était passionnant les 2 use cases. J'ai une question avec plusieurs sous-questions, mais une réponse brève sera très bien. Sur le deuxième use case, donc je comprends que vous avez développé un outil d'aide à la vente d'une certaine manière ou Oui, pour c'est aider à important. l'expérience de vente pour les sales. Donc le premier élément, c'est est-ce que c'est la première fois que vous faisiez ça ou que vous accompagniez les sales avec le développement d'un produit? Et si c'est le cas, d'un point de vue leadership, design et produit, est-ce que c'est OK de se dire qu'on va passer moins de temps sur le produit en lui, en soi, et Ouais. de dédier de la bande passante pour accompagner, enfin pour faire de l'aide à la vente? Donc Ouais. question. Et est-ce que vous avez réussi à mesurer les résultats et l'incrémental que ça de performance que ça C'est une bonne donnait question. auprès des sales? Est-ce que vous avez eu des cadeaux de leur part pour Je remercier? peux répondre à 2 questions. En fait, la deuxième question, c'est qu'on a mis dans les mains des sales aujourd'hui cet outil en particulier. Mais par contre, depuis 1 an, j'ai construit à peu près 5 use cases très différents avec des brandings différents, des espaces démos pour vendre ce produit-là. Et je sais que ces démos, ils sont utilisés presque dans chaque call de nos sales et c'est très apprécié. Et par contre, c'est à partir de ces use cases statiques que j'ai récupéré les besoins et j'ai compris, OK, on a besoin juste d'un outil qui va être configurable, qui va prendre 5 minutes à configurer, mais qui va créer cet effet de ah oui, on peut faire des vrais calls. Et en fait, c'est notre next step, c'est qu'on va passer en Cloud Code pour brancher vraiment notre API dans cet outil-là pour faire des vraies vérifications. Et c'est là où il y a toute la force. Factuellement, on fait du produit, mais c'est un autre produit. Et pour le temps, mais comme j'avais dit, on est très centré API. Et donc, pour moi, le travail de designer, c'est pas que produire de l'UI. C'est aussi faire ce genre de choses, de vendre ce qu'on a appris il y a 2 ans et qu'on a construit de zéro comme produit. J'espère que j'ai répondu à vos questions. N'hésitez pas, sinon, me contacter par LinkedIn ou ailleurs. Juste papoter pendant la Tu restes ici pause un petit peu? pizza. Oui. Yes. Voilà. Cool. Bon, merci beaucoup, Olga. Merci. OK, Amélie Caudron, je suis pas designer et je vais pas vous présenter un workflow IA, donc merci de m'accueillir quand même parmi vous. Donc en quelques mots, je vais vous parler d'un projet perso que je fais avec l'IA, projet plutôt créatif. En quelques mots, moi j'ai 10 ans d'expérience en product. Donc, j'ai fait 3 ans chez Withings dans les objets connectés, où j'ai eu la chance de rencontrer Édouard, qui est une des personnes les plus balèzes en product que je connaisse.
Et ensuite, je suis passée dans une autre boîte du fondateur de Weezings qui s'appelle Invoxia, que j'ai dirigée je suis devenue CEO un peu par accident. Je l'ai dirigée pendant 4 ans et demi. Et donc, voilà, j'ai un peu pris le bouillon, mais c'était une expérience de dingue. Et depuis 2 ans, je fais du freelance, donc product, dans des startups early stage qui ont des produits complexes, donc deep tech, hardware ou IA. J'ai un profil, donc j'ai une formation d'ingénieur, mais je suis pas technique, enfin je sais pas coder. Et j'ai un profil qui est assez créatif, donc j'ai eu toujours des tonnes de side projects que généralement j'abandonne au bout de 5 minutes parce que j'ai d'autres idées de side projects. Donc si vous êtes dans mon cercle proche, j'ai forcément essayé de vous embarquer dans un projet chelou à un moment. Ça va du restaurant de boulettes de viande aux faux partis politiques, enfin voilà. Et j'utilise plusieurs médiums, donc j'ai fait un livre pour enfants avec de l'illustration, je fais du stop motion pour une marque de vêtements, et une grosse frustration que j'ai depuis que j'ai commencé à travailler dans la tech, c'est de pas savoir coder. Donc très grosse frustration de mon côté. Évidemment, je me suis inscrite à 15 bootcamps de dev que j'ai abandonné au bout de 5 minutes. Donc voilà pour le background. Et il y a 2 ans, j'ai quitté Invoxia, la boîte que je dirigeais, et j'ai aussi eu un congé maternité, et du coup j'avais pas mal de temps libre et j'ai commencé à faire beaucoup de veille sur l'IA. Et donc la première chose, c'est que j'ai trouvé ça ultra anxiogène. Donc je passais beaucoup de temps sur LinkedIn et j'avais l'impression que le train était en train de partir sans moi, que je savais pas où ça était en train d'emmener la société, mais probablement pas dans la bonne direction. Et voilà, j'étais à force de doom scroller, j'étais en train de devenir une espèce de doomer conspirationniste de l'AGI. Et le deuxième aspect, c'est que tous ceux qui étaient vraiment les mains dans l'IA me le disaient. En fait, l'IA, ça sert à rien de faire de la veille, il faut vraiment mettre les mains dans le cambouis, quoi. Et sauf que moi, mettre les mains dans le cambouis pendant longtemps, c'était pas trop possible parce que j'avais un bébé dedans. Et voilà. Et du coup, j'arrêtais pas d'attendre le gros projet, le gros SaaS à 1 milliard, pour me lancer. Et à un moment, je me suis dit, en fait, c'est pas possible, faut juste que je me lance. Et donc, j'ai accepté que peut-être que tout le monde n'est pas prédestiné à faire des choses grandioses et qu'au lieu de faire un grand truc, on peut faire des petits trucs marrons. Et donc, j'ai commencé à réfléchir, en fait, à des petits projets et à tout ce que l'IA, donc le code assisté par l'IA, mais aussi les LLM, pouvaient permettre de faire sur des petits projets créatifs. Et c'est comme ça qu'est né mon projet Tiny Foundry, donc qui a un petit portfolio de projets de business à $1. Et l'idée, c'est d'en faire 1 milliard, et donc à la fin, ça vaille $1 milliard de dollars. Voilà. Et vous pouvez admirer le logo que j'ai fait moi-même dans Canva. Et je les poste sur LinkedIn, donc j'ai visé d'en faire une 20aine. Je vous encourage d'ailleurs à aller voir sur LinkedIn, parce que je vais pas expliquer mes blagues, mais je vais vous en montrer quelques-uns. Et si vous allez sur LinkedIn et que vous commentez un de mes posts, vous aurez la chance d'avoir un compliment qui va apparaître automatiquement sur le mur de compliments sur mon site. Ok, donc le premier projet, je l'ai fait pour les personnes en entreprise qui ont peur de se faire remplacer par l'IA. Donc c'est une espèce de faux simulateur de swarm d'agents qu'on met en plein écran pour impressionner les collègues et se faire promouvoir. Et puis si on attend suffisamment longtemps, il y a même une fausse offre de job de Sam Altman qui apparaît pour mettre un peu la pression au département RH. Ensuite, j'ai fait un assistant shopping. Donc là, l'idée, c'était d'utiliser les LLM. J'ai beaucoup itéré sur le prompt. Donc on rentre l'URL de ce qu'on veut acheter et le LLM, en fait, va expliquer pourquoi c'est nul et il faut pas acheter ça. Donc ça scanne la page et ça identifie des opportunités d'économiser son argent. Un peu, voilà, l'inspiration, c'était Joko. Et puis on peut même négocier avec le LLM pour dire qu'on en a vraiment besoin et il va quand même expliquer que c'est nul. Le troisième projet, celui-là, c'est mon plus sérieux et j'y ai passé vraiment beaucoup de temps et j'en avais vraiment besoin parce que j'ai une fille de 4 ans qui dort en robe de Cendrillon et qui parle que de planifier son mariage. Et du coup...
on pense, voilà, elle a une addiction aux films de princesse et on a identifié que c'était ça la source du problème. Du coup, là, l'idée, c'était, j'ai construit une base de données avec Claude Code pour être capable de faire de la recherche de films selon des critères avancés comme pas de princesse, pas d'histoire d'amour, des diversités de représentation, etc. Donc, c'est un déprincessifieur de soirée film. Le quatrième, c'est et c'est inspiré d'un truc que j'ai vraiment mis en place quand je suis passée en freelance, mais donc c'est un bully qui va vous harceler pour être sûr que vous atteignez vos objectifs. Donc, vous rentrez votre objectif et une deadline, et ça va vous envoyer une salve de mails qui sont de plus en plus agressifs. Et ça va aussi écrire à votre mère pour dire que vous êtes hyper décevant. Et ça va tweeter publiquement votre échec. Ça va prélever 30 € sur votre carte. Enfin, voilà, il y a une espèce de chaîne d'événements qui se met en place. Et effectivement, inspiré, j'ai mis en place, pendant plusieurs mois, je devais 150 € à un ami si je remplissais pas un certain nombre d'objectifs dans ma semaine. Et c'est comme ça que je me suis mise à l'IA d'ailleurs. Et le dernier, donc ça c'est une extension Chrome qu'on met sur LinkedIn. Donc celui-là, je suis encore en train de le débugger, vous l'avez en exclusivité. Qui prend tous les posts qui mentionnent l'IA, donc tous les posts type gna gna gna, l'IA va tous nous remplacer, ou les gens qui disent qu'ils font 100 millions d'ARR avec 30 open clos, etc. Et bam, ça les transforme en haïku thème jardinage avec une photo de jardin. Et il y a même des petits bruits d'oiseaux qui sont un peu plus intenses quand il y a une grosse concentration de posts sur l'IA. Donc voilà. Et non, malheureusement, c'est une demande que j'ai eue, mais ça ne remplace pas les posts slop faits par IA. Sinon, je pense que LinkedIn serait vide. Voilà. Un petit mot sur ma stack. Donc, j'ai commencé à utiliser Lovable parce que mon objectif, c'était vraiment d'optimiser sur le fait d'être sûr de shipper. Comme vous avez compris que j'ai des problèmes d'attention. Et puis, assez vite, je suis passée sur Claude Code dans Cursor. En mode ADHD, c'est-à-dire que j'ai 5 ou 6 fenêtres de terminal ouvertes jusqu'à ce que ça crache. En fait, j'ai commencé à regarder 10 minutes d'un tuto de Claude Code pour les PM, et ça m'a suffi pour comprendre qu'en fait, dans ce truc hyper fancy, c'est juste un Claude Chat qui se camoufle, quoi. Donc pour ceux qui se sentent un peu intimidés par les setups Claude Code ou le principe du terminal, c'est vraiment un chat qui est caché dans un terminal, quoi. Il y a une commande à savoir pour se mettre dans le bon dossier et encore. Et si vous vous sentez intimidé par tous les gens sur LinkedIn qui ont des setups de dingue, petit rappel que la Head of Product de Claude Code chez Anthropic a dit qu'il y a beaucoup de gens qui passent beaucoup plus de temps à optimiser leur setup Claude Code jusqu'à 3h du matin qu'à faire des vraies choses avec. Donc bref, c'est en clodant qu'on apprend à cloder. Il suffit juste de demander ce qu'on veut faire, quoi. Un petit point sur où on en est. J'ai commencé fin janvier mon objectif, c'était d'en faire un par semaine, donc ça, c'est raté, mais j'en ai quand même bientôt 7. Côté revenu, c'est pas trop ça, je suis pas encore break-even sur mes tokens. Mais j'ai quand même fait mon premier euro que j'ai découvert complètement par hasard en me loguant sur Stripe, de quelqu'un qui voulait vérifier si la barre de revenus était connectée sur le site. Je l'ai remercié. Et pour la petite anecdote, il y a 2 VC qui m'ont contacté pour mon projet Tiny Foundry explicitement. Donc je pense que leur campagne outbound était mal paramétrée. Elles ont dû voir que je visais. Elles ont dû voir le mot milliard et voilà. Donc, peut-être que sur un malentendu, j'aurais pu faire quelque chose. Mais 3 petites leçons ou les choses que je retiens de ce projet. La première, c'est que en fait, le fait de passer dans l'action, ça m'a vraiment aidé par rapport à le côté anxiogène ambiant, quoi. Le fait d'utiliser les outils et puis de rentrer par un projet qui est plutôt fun. Voilà, ça m'a permis de dédramatiser. Et puis, en fait, depuis 4 mois, je me sens comme Harry Potter, quoi. J'utilise l'IA à tort et à travers pour faire des... franchement, je l'utilise et je l'utilise de plus en plus aussi sérieusement pour mes missions freelance, par exemple. Là, par exemple, un petit exemple, c'est que vous vous demandez pourquoi mes slides étaient moches. En fait, j'ai vibe codé mon éditeur de slides et je l'ai fait super beau exprès pour mon audience de designer. Voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, je
je pense qu'il y a aussi ce sens de c'est hyper anxiogène et en fait, on en a marre de tous ces posts LinkedIn qui mettent la FOMO. C'est assez partagé et du coup, j'ai eu un nombre assez incroyable de gens qui m'ont contacté spontanément ou qui me parlent spontanément du projet. Donc ça donne aussi un petit sens de communauté, je trouve, à un moment où chacun est un peu dans la course à la performance et au setup Claude Code à flexer sur LinkedIn. Donc voilà. Et à propos de communauté, n'hésitez pas à vous inscrire au workshop Le Laptop pour se mettre les mains dans le cambouis ensemble. Voilà. Deuxième leçon, c'est que je suis hyper stricte sur ce que je garde moi et ce que je délègue à Claude Code. Donc toutes les idées de projet, c'est moi qui les ai. Toute la copie sur le site, c'est moi qui l'a fait. Et c'est assez compliqué d'endiguer Claude parce qu'il s'excite, il a trop envie de participer, donc il rajoute des petites blagues à droite à gauche et franchement c'est nul. Voilà, je suis obligée de le recadrer tout le temps. Voilà. Et puis j'ai eu quelques fails. La troisième leçon, c'est que le vibe coding, c'est un peu du Pareto aux en fait, quoi. Donc avec 1% du temps, on obtient 70% du résultat. Et donc c'est complètement addictif. Mais après, pour débugger, il faut vraiment passer beaucoup de temps. Pour débugger, stabiliser, etc. Donc il y a des projets sur lesquels je me suis retrouvée à passer 50 heures parce qu'on se dit juste 5 minutes de plus, etc. Et si on m'avait dit que j'y passerais 50 heures, je pense que j'aurais pas commencé. Et puis le truc, c'est que j'ai pas un gros incentive à débugger mes projets parce qu'en fait les gens les utilisent pas trop. Enfin, ils like sur LinkedIn et ça les fait rigoler, mais ils y vont pas trop. Alors du coup, j'ai eu quand même quelques mauvaises surprises. Donc sur mon déprincessifieur de soirée film, il y a eu un film pour adultes qui s'est glissé dans un appel API. Donc, heureusement, je l'ai intercepté à temps avant de faire le choix de film avec ma fille pour le samedi soir, quoi. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre ? J'ai eu une VC qui m'a écrit poliment pour me demander de débugger mon goal bully là parce qu'elle s'était inscrite un truc pour faire son reporting et en fait elle avait écrit qu'elle avait atteint son objectif, mais ça marchait pas, donc elle continue à se faire floader d'emails. Franchement, elle a été sympa parce qu'elle m'a écrit hyper gentiment. Et puis du coup, quand j'ai débugué ça, j'ai aussi vu que quelqu'un avait inscrit Gérald Darmanin avec son adresse officielle. Donc voilà, j'ai rajouté la vérification d'email. Donc voilà. Et voilà, il y a les puristes ont du mépris pour le vibe coding. Moi, je me dis que les mauvais devs, ça a toujours existé, donc ça n'a pas empêché plein de business de se créer. Donc voilà, merci beaucoup. Et puis, n'oubliez pas de vous amuser. Bonsoir tout le monde. Avant d'attaquer, je me présente, je suis Tony Machère, je suis Head of Design chez Monsieur Guise. Je suis accompagné de... Bonsoir, Yann Goradeski, je suis Product Designer chez Monsieur Guise. Donc pour ceux qui connaissent pas Monsieur Guise, Monsieur Guise c'est une agence qui conçoit des produits, des expériences digitales et qui le fait via le product management, via le design, via l'ops, de plus en plus via l'IA évidemment, et c'est aussi un peu pour ça qu'on est là ce soir. Comme vous l'avez compris, c'est un peu le thème de la soirée, donc on va évidemment se parler d'IA. IA by design, l'expertise design embarqué dans les outils à des métiers. On a vu jusqu'à maintenant comment Olga et Amélie utilisaient l'IA dans leur process. Là, on va un peu se parler de comment l'IA et le design font évoluer les process métiers et comment c'est important d'avoir un regard design quand on conçoit des agents et des produits IA. Et avant de ouais, tu l'as déjà mis, mais c'est pas grave. Avant de commencer, j'avais une question pour vous à main levée. Qui a déjà été dans son entreprise ou dans son organisation avec un outil qui a été déployé avec de l'IA et qui n'était pas utilisé? N'ayez pas peur. Ou alors, vous avez travaillé dans des super entreprises. Ok. Déjà, il faut savoir que vous n'êtes pas seul. Il y a une source, une étude de Rand Corporation de 2024 qui indique que 80% des projets IA échouent. Et c'est le double du taux d'échec des projets tech classiques. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ces projets IA échouent. C'est pas parce que c'est un problème de tech, c'est plutôt parce que on a peut-être oublié l'usage. L'IA est puissante. ChatGPT 3.5, c'était novembre 2022.
Depuis, il s'est passé plein d'autres IA génératives qui sont arrivées, et surtout depuis 2 ans, l'IA accélère énormément. Aujourd'hui, on permet de travailler en langage naturel avec des IA génératives. On peut discuter avec des IA génératives. Plus besoin de formulaires complexes, plus de requêtes techniques, etc., etc. Sauf que, pourtant, et on l'a vu, souvent, les réponses, c'est pas celle qu'on attend. Elle peut échouer. Ce qui est compliqué, en fin de compte, c'est comment on va instruire les données aux IA génératives. Donc, souvent, c'est un problème de prompting, où on manque de contexte, ou des outils déployés abandonnés, et donc on se retrouve dans des entreprises et des organisations avec des cimetières de licences qui sont pas utilisées. Et pourquoi ? Le vrai problème, c'est l'usage. C'est-à-dire qu'on ne pense pas à l'usage qu'on va faire des outils. On déploie des outils avec de l'IA, mais on ne réfléchit pas à l'usage qui va être fait. Donc, souvent, ils sont abandonnés. Comment ça se traduit sur le terrain ? Le vrai problème, c'est qu'on va distribuer des LLM aux équipes, aux collaborateurs, en disant OK, on va leur donner une licence à ChatGPT, ils apprendront bien à faire de l'IA, et puis ça prendra comme ça. Ou, bon, créer des agents. Ah, il y a Catherine de la compta qui m'a dit « Ah, j'ai besoin de ça, j'aimerais bien le faire avec de l'IA, ok, je te fais un agent, etc. » Catherine est très contente. Le reste de l'équipe compta, je suis moins sûr. Ou on forme les équipes au prompt. Parce que pour utiliser l'IA, faire les LLM, etc., il faut savoir prompter. C'est pas complètement faux. Le problème, c'est que il faut accéder à l'info. Souvent, l'info, elle existe dans nos organisations, dans nos produits, dans nos équipes, mais on ne sait pas où aller la chercher. On a des bases de données, on a des CRM, on a des mails, des notes sur notre coin de bureau. On a un collègue qui nous a laissé un post-it sur notre écran pendant qu'on n'était pas là, etc. Bref, l'info, elle est partout, mais on ne sait pas aller la chercher. Ça, c'est un premier problème. Un autre problème, c'est que l'info existe toujours, mais elle est silotée. C'est-à-dire qu'on sait où aller la chercher, mais on n'y a pas accès. Pourquoi ? Parce que le collègue qui a l'info, il est en congé, il est malade, ou c'est la guerre entre le product et le design et on veut pas se parler, donc on partage pas les infos, etc. Donc on n'a pas toujours accès à l'information. Donc ça, c'est un vrai sujet. Donc l'IA va nous donner la vitesse, parce que quand on a l'information, on va aller beaucoup plus vite. Mais si on met pas cette couche de design, on ne saura pas donner la bonne direction à nos outils et à la façon dont on va utiliser l'IA. Donc ça, c'est un peu notre vision. Quand on crée des agents, quand on crée des outils avec l'IA, c'est on traite ça vraiment comme un produit avec des utilisateurs, des parcours, des besoins, etc., etc. Donc le designer, il fait plus des maquettes, il fait plus des écrans, j'espère en tout cas. Sa valeur à lui, le designer, c'est d'embarquer son expertise justement dans la construction de ses agents, de ces LLM, de l'IA générative, et donc elle sera embarquée directement dans les outils de l'IA. Donc l'expertise du designer, elle sera embarquée dans les outils. Ces outils seront scalables et ils présentent à chaque utilisation sans qu'il soit dans la pièce. En gros, ça veut dire que le designer, on n'a plus besoin de lui sur le moment. C'est-à-dire que l'équipe peut se débrouiller seule, mais c'est comme le designer qui a inscrit son expertise dans la conception du produit IA. Et donc, le designer, il transforme la puissance brute de l'IA en valeur concrète pour les métiers. Il va pouvoir aider justement les métiers à prendre en main ces outils et aider à ce que l'IA apporte un peu de change dans les équipes métiers. On connaît tous le design system des métiers, en tout cas pour beaucoup de product designers. Le designer, comme je disais, il ne fait plus des maquettes, il compose, il conçoit des composants, la logique, il le documente. Et demain, on peut imaginer que le designer fera la même chose avec l'IA. Donc pour illustrer tout ça, on vous a préparé quelques use cases de produits intégrant l'IA, d'agents IA qu'on a mis en place, de méthodos aussi, de pratiques. Et le premier, donc c'est un cas qu'on a eu donc chez un de nos clients. On était allé faire une mission d'innovation. Donc en gros, ils cherchaient des pistes d'innovation avec l'IA. Ils avaient mis en place l'IA. Tout le monde avait accès à un LLM, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'était génial. Sauf que ça prenait pas.
Donc, il cherchait un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour faire adopter l'IA aux équipes, etc. Donc, on a fait des design sprints, on a interrogé les équipes, etc. Et on s'est rendu compte, et ça va revenir sur un des points qu'on a vu tout à l'heure, que les conseillers clientèle, par exemple, ils ont plein de documents à produire pour fournir à leurs clients, pour ouvrir des contrats, etc. Sauf qu'encore une fois, ils ne savaient pas où aller les chercher. Ce client-là avait, je crois, de mémoire, 3 bases documentaires différentes, rangées différemment, renseignées différemment, et en plus, il venait d'avoir une fusion avec une autre banque qui avait ces mêmes process. Quand on met tout ça bout à bout, je pense que le conseiller clientèle, quand il finit sa journée à 19h et qu'il prépare sa journée le lendemain, il est jusqu'à 22h pour chercher tous les fichiers, tous les projets, tous les documents, etc. à fournir pour son client du lendemain. Donc ça, c'était un peu le gros pain point qui est sorti des interviews qu'on a fait pendant le design sprint. Et donc, c'est un des sujets qu'on a prototypé et testé pendant ce sprint. Ça a donné ce produit-là, du coup, qui est un agent, un outil, parce que c'est même plus presque une plateforme, parce que c'est pas que de l'Atlantique, où les conseillers peuvent aller interroger les différentes bases de données qui sont branchées sur l'outil en langage naturel et dire, voilà, j'ai besoin de ce document-là pour ouvrir tel compte pour tel type de client, etc. que j'ai demain. Hop, l'IA va aller chercher les infos sur le client, les produits déjà qu'il a, etc. Enfin, tous les documents dont il a besoin. Et donc, le produit a été lancé il y a 1 an. Il a été déployé chez 160 utilisateurs au lancement. Actuellement, il y a encore 70 personnes qui l'utilisent régulièrement. Sachant qu'une fois qu'on a téléchargé les documents, théoriquement, on n'a plus besoin de les chercher. Il y a quand même 70 personnes qui continuent d'utiliser l'outil pour aller chercher ce document. Donc là, on voit que le process finalement qui était compliqué parce qu'il y avait énormément de legacy sur la base de données, etc., a évolué. Les conseillers clientèle n'ont plus besoin d'aller appeler les services techniques en disant c'est rangé dans quelle base, etc., etc. Un autre use case qui est les personas synthétiques. Oui, la recherche utilisateur et parler avec des vrais utilisateurs, c'est important, mais on a tous été dans des situations où, dans des équipes, on nous dit « j'ai pas le budget, j'ai pas le temps ». Ou même les croyances. Je connais mes clients, je sais comment ils fonctionnent parce que ça fait 20 ans que je fais ce métier-là. Donc là, on est souvent confronté à « je peux pas faire descendre l'équipe sur le terrain, donc comment je vais faire monter le terrain auprès de l'équipe ?» Donc, dans les entreprises, il y a de la data et vous l'avez. Le contexte, en général, vous le connaissez parce que vous travaillez sur ce produit. Vous avez de la data analytics. Vous avez sûrement des NPS, des CSAT et autres surveilles qui tournent sur vos sites ou vos applis et vous collectez de la data. Cette data va vous permettre de simuler, et je parle bien de simuler, des profils utilisateurs. Vous allez pouvoir leur donner du contexte, leur donner des caractéristiques, leur donner des profils. L'avantage de ça, c'est que ces personas, on est bien d'accord, ils sont pas parfaits, ils sont pas réels, mais ça va permettre une chose, ça va permettre de commencer dans une équipe qui ne veut pas aller voir les utilisateurs, de leur donner un outil où ils vont converser comme s'ils étaient avec des utilisateurs. Et donc là, on fait remonter la recherche sur le terrain. Ça peut déjà commencer à débloquer certaines positions, certaines choses, et surtout, c'est que on amène du coup la réflexion du design dans les équipes métiers. Le dernier cas qu'on voulait vous présenter, c'est le cas de l'Atomic Research. Vous avez tous vu passer il y a quelques mois, années maintenant, tout le monde dit « Ouais, on a fait un super repository d'Atomic Research, maintenant on a tout centralisé, on a toute la connaissance de nos utilisateurs, etc. C'est génial. » Sauf que quand on revient quelques mois, années après, ces repos sont à l'abandon, alimentés par automatisme parce qu'il faut le faire et qu'on le fait, etc. Mais personne ne les consulte vraiment. Pourquoi ? Parce que alimenter un repository, ça prend du temps. C'est-à-dire que pour 1 heure d'interview, il faut compter 2-3 heures de découpage pour tout rentrer dans le repository. Et surtout, aller chercher l'info dans le repository nécessite d'être expert sur le repository. C'est-à-dire qu'il faut savoir quoi lui demander, comment lui demander et quoi aller chercher. Donc le premier constat qu'on a fait, c'était compliqué d'alimenter le repository. Donc on avait d'abord créé un agent sur Dust qui nous permettait de lui donner toutes nos enquêtes, interviews, formulaires, donc recherche quali, recherche quanti, etc., qu'on déversait dedans. Automatiquement, il allait analyser les résultats, les découper, les transformer en faits, puis en insights, pour qu'après on puisse relire et valider si les insights sont bons, etc.
Donc ça, c'est le premier cas. C'est-à-dire qu'on est passé de 2 heures de traitement pour 1 heure d'interview à 10 minutes de traitement pour 3 jours d'interview parce qu'on traite toutes les interviews en même temps, etc. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, quand on a travaillé ça, on s'est rendu compte qu'on ne traitait pas le problème de comment on accède à l'information. Du coup, on a créé un autre agent qui, lui, va aller interroger cette base. Toujours en langage naturel, donc à la portée de n'importe quelle personne de l'équipe, un PM, un PO, un métier, n'importe qui veut avoir de l'information sur les utilisateurs pour faire évoluer son produit, est capable d'aller interroger le repository, dire, je sais pas, je suis PM, j'ai un PI à préparer, sors-moi les insights qui sont pas encore traités, qui sont les plus bloquants, etc., etc. Et ça permet du coup de lui faire la liste des insights qui n'ont pas été traités, qui sont bloquants, ceux qui viennent d'être ajoutés dans la base, etc., etc. Donc on a encore une fois rendu le design plus accessible à l'entièreté de l'équipe, puisqu'on n'a plus besoin de cette expertise pour savoir comment interroger la base, quoi lui demander, quelle base aller regarder, parce qu'un repository, c'est composé de plusieurs bases, donc il faut savoir laquelle aller consulter à quel moment. Donc là, voilà, on donne finalement l'expertise métier du designer à disposition des équipes pour qu'elles puissent gagner en autonomie. Du coup, c'est comme si chacun avait un petit designer là à côté, petite boule verte, pour lui dire OK, c'est un designer disponible 24/24, 7 jours sur 7. Voilà, il n'y a plus de il est en vacances, il est en train de faire des interviews, il peut pas répondre et ça. Non. Chacun a son petit designer à côté qui peut l'aider. Jusqu'à présent, on s'est parlé beaucoup du design dans les organisations ou dans les métiers, mais qu'est-ce qui se passe pour un designer qui est solo? Je pense que vous êtes nombreux, en tout cas, à des fois pas être dans des organisations où il y a d'autres designers. Vous pouvez être le seul product designer dans une équipe et je vais vous montrer un peu ce que c'est le designer augmenté. C'est ma vision et c'est mon expérience. Juste pour vous donner un peu de contexte, à l'heure actuelle, je travaille avec une équipe de data scientists, de data engineers, qui travaillent que des modèles LLM et de l'IA. Je suis le premier product designer et ils n'ont jamais fait de product design, ils n'ont jamais fait de produit. Donc j'ai des chercheurs, super, ils cherchent, ils ont des super outils, mais on ne sait pas quoi en faire. Et donc moi, j'ai utilisé l'IA pour m'aider dans mon quotidien. La première étape, ça a été de me créer des sparring partners. Donc j'ai un agent Dust qui est un sparring partner. En fin de compte, il est connecté à une base de données. Je lui mets tout ce que j'ai, mes CR, mes idées, etc. Et j'ai un autre agent qui va les catégoriser tout ça. Et donc, je gagne du temps et je peux l'interroger en permanence. C'est un peu comme un deuxième cerveau. C'est-à-dire que je me concentre sur l'essentiel et quand j'ai besoin de revenir, je l'interroge et il me donne les réponses. Pour matérialiser, du coup, pareil, j'utilise pas mal de vibe coding. Alors avant, bien sûr, j'ai fait pas mal d'échanges et testé mes prompts afin de pouvoir vibe coder et avoir les résultats que j'attends. Ce qui me permet surtout, c'est d'itérer très vite avec l'équipe et avec les stakeholders. C'est-à-dire que très rapidement, une idée, ça devient quelque chose qui est palpable. On peut itérer après et on peut échanger très rapidement. Et la dernière, la plus récemment, il a fallu que j'explore différentes alternatives, différentes directions. Donc là, ça me permet d'aller plus vite dans les différentes propositions. Et je me suis retrouvé dans un cas où il n'y a pas de design system. On est sur un projet innovant, il n'y a pas de brand, il n'y a rien. Et du coup, je me suis créé un agent directeur de création, directeur artistique avec qui j'ai fait un ping-pong. Et puis après, j'ai fait mon mood board avec les pistes qu'il m'avait données. Et puis je me suis dit, je vais aller plus loin en fin de compte. Je vais créer le design system complet avec de l'IA. Et j'ai créé un design complet que j'ai pu fournir aux devs. Alors, il passe pas par Figma. Mais les devs, ils peuvent déjà, avec les wireframes du vibe coding, déjà implémenter tous les éléments. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Ce qu'il faut retenir, pardon Tony. Juste ce qu'il faut retenir, c'est que le designer, il est bien au centre. C'est lui qui décide, c'est lui qui l'arbitre, c'est lui qui dirige. Il prend pas les réponses comme ça au fur et à mesure. Donc ça permet de mieux décider et d'aller plus vite. Donc pour les métiers, pour le design, pour le métier, ça permet de gagner en vitesse, en pertinence, d'aller vite sans sacrifier la pertinence, sans dépendre de la disponibilité d'un designer pour prendre une bonne décision centrée utilisateur. Et surtout, pour le designer, qu'est-ce que ça apporte l'IA ? Le designer, demain, il est garant de la méthode. C'est son expertise qu'il implémente dans les outils de demain. C'est lui qui implémente les méthodos, les frameworks, sa connaissance
de son métier de designer. Et donc, il ne livre plus des maquettes à la fin de chaque sprint. Il n'est plus un goulet d'étranglement comme ça peut l'être souvent, parce que la recherche c'est long, faire des maquettes c'est long, etc., etc. Et donc surtout, il emmène aussi l'équipe avec qui il travaille. Il les forme un peu plus à ce qu'est le design et comment on réfléchit et comment on conçoit et comment on résout des problèmes. Selon vous, demain, quel est le rôle pour le designer? Je suis pas designer du tout au même sens que vous. Merci beaucoup. Mais le sentiment que j'ai à partir du moment où on se déleste ou on se libère, je sais pas si c'est le bon mot, mais de toute l'exécution, je sais plus de maquettes et tout, etc. Et je fais la transposition avec mon périmètre à moi qui est le contenu. Est-ce que ça nous emmène pas vers l'application du métier qui est plus académique et au final où on va plus travailler nos recherches, se rapprocher des utilisateurs, travailler des fondations qu'on va aller plugger dans des agents, mais qui sont au final mieux établies que si on travaille dans le rush du day-to-day avec la pression qu'on a, les contraintes, etc. Donc, est-ce qu'au final, en nous libérant de l'exécution, ça laisse pas plus d'espace à une manière de travailler plus académique et plus proche des users? Ça peut être une piste d'évolution. Là, aujourd'hui, je sais pas qui, dans cette salle d'ailleurs, serait capable de dire précisément ce vers quoi on va. Mais ça peut être une piste, en effet. C'est-à-dire que vu qu'on a moins de temps à passer sur des tâches à faible valeur, type alimenter un repository, faire des déclinaisons de maquettes, traduire des pages de français en anglais, ce genre de choses, on a du coup de fait plus de temps à passer sur les tâches à plus forte valeur, plus académiques, etc. Ça peut être une des pistes, en effet. Est-ce que c'est la tendance que vont prendre les différentes orgas? Je ne sais pas. Je pense que ça va dépendre aussi des orgas, ça va dépendre des équipes, ça va dépendre de la maturité, etc. Mais voilà. Je sais pas, tu as ajouté quelque chose, Yann? Non, je pense que en effet, si on délègue les exécutions qu'on aura bien dictées aux différents LLM et en tout cas on leur a donné les bons conseils pour pouvoir exécuter et comme on le souhaite, je pense que oui, le designer, ça le permet de faire remonter sur la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'il n'est plus à la fin. Il va avoir du temps, donc le temps qu'il perdait à créer des composants, à créer des maquettes, etc. C'est du temps qu'il va avoir pour en amont, pour se réfléchir, concevoir, tester des hypothèses. Voilà, je pense que c'est du temps de gagner et ça fait remonter, pour moi, la chaîne de valeur, enfin, le designer dans la chaîne de valeur d'une équipe produit. Mais pareil, demain, je sais pas comment ça sera. Alors, vous avez commencé à dire un peu ce que je voulais dire, mais du coup, je pense que je vais pas compléter parce que j'ai pas cette capacité, mais juste pour dire que j'ai l'impression que depuis les années 50, le métier de designer évolue tout le temps et je pense que on a assez de définitions de ce qu'est un designer qu'on est déjà dans cette salle. Mais effectivement, comme vous avez dit, le designer va monter dans la chaîne de valeur et en fait, ce qu'on voit depuis même avant les années 50 et le fait que le designer n'est plus juste de l'art appliqué, des choses comme ça. Le designer évolue et en fait, peut-être la question qui sous-tend derrière, c'est est-ce que demain, dans 5 ans, 10 ans, on sera encore appelé designer ou est-ce que le métier sera pas une brique agentique et en fait, ce qu'on va finir par faire, ça va plus trop s'apparenter avec le design qu'on fait aujourd'hui, qui ne s'apparente lui-même pas tellement avec le design qu'on faisait dans les années 40. Et donc, peut-être que effectivement la mentalité et la vision de ce qu'est l'humain via le produit, via les services, va rester la même. Et finalement, en fait, il faut peut-être qu'on soit prêt à quasiment changer de métier, peut-être pour le meilleur, comme vous l'avez dit, pour être plus haut dans la chaîne de décision. Mais est-ce qu'on sera encore des designers? Je pense que déjà ça vient du problème du terme de designer. Voilà, le designer, il conçoit. C'est un concepteur. Aujourd'hui, il conçoit des écrans, il conçoit des produits digitaux. Demain, il va peut-être concevoir pour l'IA. Et c'est déjà, je pense, le cas.
Le design, en fin de compte, on a un problème, enfin, on a un souci, c'est qu'en France, le design, c'est le beau. Mais il faut revenir au terme anglais. Je vais juste faire une aparté. Avant 1983, il y avait des typographes, il y avait des graphistes, ils travaillaient à la main, et il y avait des imprimeurs. En Hollande, aux Pays-Bas, il y a une personne qui a créé le premier ordinateur qui permettait de faire de la typographie avant, qu'on pouvait manipuler de la typographie avant qu'Apple sorte et que Adobe arrive en 85, Illustrator, etc. Ce qui s'est passé, c'est que le graphiste, il a absorbé une partie du métier du typographe. Mais le métier, il a continué à vivre. Ce qui s'est passé, c'est que avec le développement en masse pour pas très cher, c'était $300 à l'époque, la licence Photoshop, c'est que tout le monde est devenu graphiste. Aujourd'hui, est-ce que tout le monde sera designer avec de l'IA? Je sais pas. En tout cas, il y en a qui pensent qu'ils sont déjà tous designers, mais on verra dans quelques mois, dans un an. Non, je pense que le métier du design, il sera encore là. C'est juste que concevoir et résoudre des problèmes, on sera toujours là pour le faire. Ouais, je vais aller dans ton sens. En effet, le rôle principal du designer, c'est de résoudre des problèmes, quels qu'ils soient, peu importe le médium derrière finalement. J'ai eu une discussion avec un de mes designers il y a quelques mois. On parlait de VS Code, etc. Je lui dis, demain, ça se trouve, tu ne fais plus de Figma. Demain, ton job, tu le fais sur VS Code. Il me dit, mais c'est un truc de développeur, moi je sais pas faire de code, etc. Je partage mon écran, je mets un aperçu de code HTML, j'ouvre mon meilleur GitHub Copilot et je lui dis, fais-moi un formulaire de contact, nanana. 3 minutes après, j'ai mon formulaire de contact. Je lui dis, change le wording, mets le bouton plus là et tout. Je lui dis, quand je suis en train de changer le wording, changer mon bouton, le déplacer, lui dire, rajoute-moi un champ de vérification de mot de passe ou je sais pas quoi. Je fais du design, je fais de la conception. Pourtant, je fais pas du code puisque je ne suis pas en train de coder. Pour moi, c'est ce qui est en train de se passer. On répond toujours à des problèmes. Le fait de faire des agents, de faire des outils dans lesquels il y a de l'IA qui répondent à des problématiques métiers, ça reste pour moi du produit. C'est-à-dire qu'on a des users, on a des problématiques à résoudre, on a des parcours d'utilisation à résoudre. Peut-être que demain, dans pas si longtemps, on construira des produits qui font des produits. Et peut-être qu'après, on fera des interfaces sans interface qui parleront exclusivement à des agents parce que les gens n'utiliseront que de l'agentique pour acheter leur billet de train, etc. etc. Pour l'instant, on ne sait pas trop. Je sais qu'il y a une main par là-bas. Ah oui, j'avais besoin de rebondir sur 2 choses. Donc moi, je suis product designer depuis quelques années et j'utilise l'IA depuis plusieurs mois déjà. Et c'était sur le fait que le designer a plus de temps pour réfléchir en amont. Alors, je ne sais pas si c'est juste une phase à passer, mais moi, l'IA ne me fait pas forcément gagner du temps. Me fait gagner beaucoup en qualité, mais en temps, non. Parce que je me suis déjà créé toute une équipe d'experts où je demande de challenger mon travail sur des aspects très spécifiques, sur du wording, sur plein de choses très spécifiques. Et j'ai jamais été autant challengée, jamais autant itéré sur mon propre travail. J'ai jamais autant douté même sur mon travail. Donc j'ai plein de choses à faire, j'ai plein de nouvelles propositions, il y a beaucoup d'abondance, mais je gagne pas de temps. Et parfois, j'ai même l'impression que je suis partie dans un tunnel pendant 2 jours, 2-3 jours, et je me rends compte qu'il y a une deadline à tenir, et là, c'est le rush, quoi. Pareil pour le vibe coding, donc j'en ai testé plein d'outils, même là dernièrement Claude Design. Et alors, ce qui se disait dans la présentation juste avant, en fait, les 70 premiers pourcents sont très rapides, il y a un effet waouh. Puis à un moment, il faut donner quelque chose aux développeurs. Il faut le découper en différents lots, il faut faut tout bien reprendre. Et là, je passe dans un tunnel pour faire les 30 derniers pourcents. À même me dire, finalement, sur Figma, je serais allée 10 fois plus vite. Donc il y a une espèce de frustration en mode mince. Je suis peut-être en train de perdre je suis en train de perdre du temps sur le temps que j'avais gagné juste avant. Et même aussi, toute l'organisation commence à utiliser Claude Design. Donc, il y a un effet waouh. Et puis, à un moment, les 30 derniers pourcents, qui va les faire? Est-ce que c'est les développeurs? Est-ce que c'est les designers? Donc, moi, je suis confrontée à ces problèmes-là quotidiennement. Donc, j'ai pas l'impression de gagner du temps.
Et la deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est sur le futur, le rôle du futur du designer. Là, en fait, on va peut-être me solliciter pour travailler sur un produit full IA. Il n'y a pas forcément d'interface, mais on va quand même me solliciter comme designer dans l'entreprise pour réfléchir aux usages, comment ça va se passer. Et c'est très perturbant parce qu'il n'y a pas d'interface, il n'y a pas de support pour se rattacher. Donc c'est vraiment de l'usage de c'est l'utilisateur, il a une idée, ou est-ce qu'on va le solliciter, est-ce que c'est par WhatsApp, est-ce que c'est par mail, et ça rebondit sur des points de contact. Donc c'est très étrange. Mais pourtant, le designer, il a un rôle à jouer là-dedans. Mais il n'y a aucune interface. Ou ça sera donc voilà, c'est à réfléchir, hein, mais je pense que c'est possible, il y aura quelque chose. Voilà. Tony, tu veux répondre? Tu commences? Alors, comment ça va me permettre de réfléchir parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Exactement. Il y avait beaucoup de choses. Alors, sur le temps, je suis d'accord que les IA nous envoient dans une charge cognitive extrêmement importante. Puisque oui, ça va vite, mais après, en fin de compte, le designer, il doit relire, il doit vérifier, contrôler. Je suis d'accord. Mais à un moment donné, il faut... c'est quoi l'objectif et où est-ce que je veux aller? C'est-à-dire que oui, si j'ai pas d'objectif, je peux continuer à challenger en permanence. Mais à partir du moment où j'ai ce que je veux pour atteindre l'objectif, je vais m'arrêter. Oui, je pourrais continuer, il pourrait me challenger, mais ça me convient. Attends, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je dirais même que c'est un des principaux problèmes d'un designer, c'est qu'il ne sait potentiellement pas s'arrêter. L'IA accélère ce truc-là. C'est-à-dire qu'avant, ce qui faisait qu'on arrêtait, c'est parce que c'était la deadline, parce que faire cette modif, ça va me prendre 2 jours, parce que retoucher mon vieux fichier Photoshop qui fait 25 gigas, l'ouvrir, ça va me prendre 1 heure, etc. Donc on se dit, bon, ça répond au problème, ça atteint l'objectif, c'est bon, on peut pousser comme ça, etc. Là, l'IA, elle peut faire, change ci, change ça, fais-moi une nouvelle version, et il te challenge, il te pose des questions, et est-ce que tu as bien pensé à ça? Moi, je l'aurais pas fait comme ça. On peut plus s'arrêter. Il faut avoir cette gymnastique mentale de dire, ok, là, c'est bon, j'ai mon objectif, ça peut être mieux, certes, mais c'est déjà ça fait une V1, hop, je fais ça, et je tirerai sur une V1.5 ou une V2 plus tard. Il faut se forcer, en fait, à faire ça, sinon, comme tu dis, on peut tourner pendant des jours et des jours et des jours et des jours. Je vais rebondir. J'ai eu une head-off qui un jour m'a dit Yann, pose les choses. Tu peux pas avoir tout dans la tête. Et en fin de compte, c'est exactement ce qui se passe avec l'IA. Quand on est en train d'itérer en permanence, on peut pas tout absorber. C'est pas possible. Donc les idées, à un moment donné, on les pose dans un Canva, n'importe où, dans un cahier, on se libère, on pourra y revenir plus tard. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut travailler. C'est savoir s'arrêter, savoir poser les choses. Est-ce que je suis satisfait de cette première version? Oui, je continue, j'itère, je vais à la V0, V1. D'ailleurs, les autres, c'est des idées, je verrai plus tard. En fin de compte, on peut pas charger mentalement le cerveau, c'est pas possible. Donc, je pense qu'il faut savoir poser les choses et aussi s'arrêter quand on est satisfait déjà d'une première version. La deuxième question, c'est sur le vibe coding, c'est ça? C'était plus sur la posture, enfin le rôle du designer. Elle nous disait qu'elle allait travailler sur un projet full IA où il y avait quasi pas d'interface. Alors là, j'ai pas de réponse parce que pour l'instant, je travaille sur un sujet IA, mais j'ai encore des utilisateurs qui vont utiliser l'interface. En fin de compte, l'IA va augmenter la facilité de découvrabilité de ce qu'ils recherchent. Mais pour l'instant, on a encore des écrans. Je pense que c'est là où il va falloir être créatif. Personne l'a encore fait. Enfin, on en parle beaucoup du design zéro UI. On a un grand spécialiste en France qui fait des super conférences sur ce sujet. Hein. Mitch, pour pas le citer, Michael Bayens. Mais aujourd'hui, j'ai pas vu de design sans écran. Et je pense qu'il y a tout à créer. Donc là, il faut pas se mettre de barrières. C'est sûr que c'est difficile parce que ça sort complètement de ce qu'on a, de nos habitudes. Mais j'ai pas de réponse à ça après, Tony. Par rapport à l'exemple que tu nous as donné, il y a quand même une espèce de parcours, de touchpoint, par mail, etc. Donc déjà, ça se rapproche comme sensiblement d'un parcours utilisateur qu'il faut traiter. Le point qui peut devenir aussi intéressant pour nous designers, c'est quelle émotion
on veut donner quand l'agent répond ou quand je reçois tel message de l'IA, etc. Donc en fait, on va façonner la personnalité de notre bot qui va envoyer des notifs ou qui va nous répondre dans un chatbot pour donner la bonne émotion à nos utilisateurs. C'est-à-dire que si on a une IA qui vient nous bully parce qu'on n'atteint pas nos objectifs, dire t'as pas encore envoyé ton paiement pour ton train, hein, t'es nul et tout. Enfin, je suis pas sûr qu'au moment où on achète un billet de train, on a envie de transmettre cette émotion-là. Donc notre rôle aussi designer va, je pense, peut passer par ces situations-là, de dire on va peut-être beaucoup plus travailler sur du design émotionnel et un peu moins sur du design de parcours à proprement parler. Parce que le parcours, il y en a presque pas, c'est flou du JSON, l'agent il lit le truc, il récupère son info, et puis voilà. Merci beaucoup pour toute la présentation. Et merci à vous d'être venus. Et bonne soirée à tous.